Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes, avec du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons donc commencer notre panel. Désolé pour le retard. Je vais essayer avec Mohamed de rattraper un peu le retard dans les présentations. Alors donc, je suis le docteur Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur en Côte d'Ivoire, et nous sommes là pour échanger nos positions sur la sécurité sanitaire mondiale. Nos pays respectifs sont soumis donc à la pression des épidémies telles que le paludisme, le VIH, la tuberculose. Et depuis 2019, un virus, le Covid-19, a donc envahi le monde entier et connaît des mutations mettant en danger toutes les populations et semant la mort surtout sur des terrains de personnes fragilisées. Certains pays ont pu faire baisser leur taux de prévalence du VIH, d'autres ont pu maîtriser le taux de paludisme et la tuberculose, elle, continue de sévir. Le thème qui nous rassemble ce jour est l'implication des femmes dans la sécurité sanitaire mondiale. Comment votre leadership, mesdames, se manifeste au cours de ces différentes pandémies et surtout, comment vous avez réagi lors des différentes flambées du Covid-19? Le confinement a bien entendu entraîné des conséquences graves et fait monter de façon exponentielle les violences basées sur le genre. Le déni de la maladie à coronavirus dans certains pays a fait flamber la contamination. Vous êtes, mesdames, chacune, des leaders dans votre environnement proche. Merci de nous apporter votre contribution en 7 minutes et permettre ainsi des échanges fructueux dont la synthèse sera confiée au professeur le docteur Mohamed Ali Pat, professeur de leadership en santé publique, Université de Harvard. Le docteur Mohamed Ali Paté enseigne actuellement à Harvard et il a jusqu'à récemment été le directeur mondial de la pratique mondiale de la santé, de la nutrition et de la population et le directeur du mécanisme de financement mondial pour les femmes et les enfants à la Banque mondiale. Il a dirigé la réponse sanitaire mondiale de la Banque mondiale à la pandémie de Covid-19, y compris le soutien à plus de 100 pays dans l'année suivant la pandémie, et a également réorienté le travail de la Banque sur les systèmes de santé. Le docteur Pat a occupé plusieurs postes de direction au sein du gouvernement et il a également été PDG de l'Agence nationale de développement des soins de santé primaire. Mesdames, permettez-moi de vous présenter chacune. Comme je vous disais, vous aurez donc 7 minutes chacune et nous allons alterner Mohamed et moi-même. Mohamed, vous m'entendez bien? Yes, I can hear it. Translation, not very clearly, but I can follow. Très bien, merci. Moi, je n'ai aucune traduction, mais on va se débrouiller. Alors, nous allons commencer par Dr Diane Kachumba. Est-ce que Dr Diane est là?
Excellent. Je suis là, Ah, Madame la Ministre. très bien, enchantée de vous entendre. Excellence, Madame l'ambassadrice du Rwanda en Suède, vous êtes médecin de formation, femme politique engagée et vous avez été ministre de la Santé au Rwanda, pays qui a eu d'excellents résultats dans le cadre de la réponse à la pandémie de la COVID-19. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience sur l'implication des femmes dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale en général et dans le cadre de la réponse à la pandémie du COVID-19 en particulier? Vous avez donc 7 minutes, on va essayer de rattraper le retard. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie Madame, ma sœur, Awase Kole, pour m'avoir invité à prendre part à ce webinaire. Et je remercie aussi les panélistes. Je vais partager mon expérience. En fait, la pandémie en soi a vraiment mis en exergue la situation réelle de la sécurité mondiale. La pandémie nous a dévoilé. On ne savait pas qu'on avait des gaps. La pandémie a vraiment tout mis en exergue, mais en particulier le rôle prépondérant des agents de santé dans beaucoup de pays qui était un rôle, je dirais, un peu ignoré ou sous-estimé. Et la pandémie a encore une fois mis en exergue la profonde inégalité entre la femme et l'homme. Elle a mis en exergue le fait que plus de 70% des agents de santé dans tous les pays du monde sont des femmes, 70%. Mais quand il s'agit du rôle de leadership, il est tenu par les hommes. Donc, si je prends l'exemple du Rwanda, le Rwanda, c'est un pays où le genre est vraiment bien développé, intégré dans toutes les politiques. Et je dirais que ces inégalités ne se voient pas, ne sont pas là. Le Rwanda met en valeur la femme à partir de la communauté à sa valeur. Nous avons 60 000 animateurs de santé communautaire et 75% sont des femmes. Et si je reviens aussi au fait que les études ont montré que la femme dans le global health, je vais mélanger les langues, je m'excuse, elle est aussi l'objet d'une inégalité quand il s'agit des heures de travail et des heures payées, mais aussi dans le leadership des secteurs de santé. Mais au Rwanda, ce n'est pas le cas. Le rôle de la femme, aussi bien dans le secteur santé que dans les autres secteurs, est protégé par la loi. Donc, la femme est rémunérée pour le travail qu'elle fait. Mais je reviens un peu à la femme en soi, que ce soit à la maison. Aujourd'hui, la femme africaine, elle est à la maison, on attend tout d'elle. Elle est dans la politique, elle est dans la profession. Si je prends un peu l'exemple du child care, les soins de santé des enfants, la femme doit savoir quand l'enfant va à l'école. La femme doit savoir quand l'enfant doit se faire vacciner. Elle doit savoir quand l'enfant fait la fièvre. Ça, c'est la femme à la maison. Et quand on arrive dans le niveau professionnel, je vais prendre l'exemple du système de santé, 70% des infirmiers sont des femmes. Les infirmiers se tapent toutes les tracasseries, ils sont tout le temps avec les malades. Comparé au travail que font les médecins, les docteurs, les infirmiers qui sont en grande partie les femmes, 70% comme je l'ai dit, se tapent le gros du boulot. Et la conséquence avec la COVID, ça s'est prouvé par des études au Rwanda, dans beaucoup de pays africains, la santé mentale de la femme a été fragilisée. La santé mentale des hommes a été fragilisée. L'économie des familles, les finances des femmes, des familles, de toutes les nations, de tout le monde entier a été fragilisée par la pandémie. Et on va avoir les répercussions, on va subir les répercussions. On les subit maintenant et même dans le futur proche et futur lointain. Donc, pour moi, ce à quoi je veux vraiment insister sur ce webinaire, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger la femme? Il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup de webinaires où on parle de l'inégalité, où on parle de travail non rémunéré, où on parle du gender-based violence, des violences domestiques faites à la femme et aux enfants. On en parle, on a des recommandations. Et pour moi,
qu'est-ce qu'on tire de ce webinaire? Qu'est-ce qu'on doit tirer de ce webinaire? À mon avis, à mon humble avis, on devrait se mettre ensemble, les femmes, les hommes, et vraiment essayer d'implémenter les résultats des études qu'on voit, les statistiques qu'on a dans nos pays, les statistiques que l'Union africaine met ensemble et essayer de combler ce gap. Quand on regarde les objectifs universels, SDGs, la plupart tournent sur la santé, le bien-être de la famille, le bien-être des pays, mais aussi la femme. Qu'est-ce qu'on fait de ces objectifs? Dernièrement, on avait la conférence sur la masculinité positive à Kinshasa, avec sous l'invitation de son Excellence le président du Congo-Kinshasa. Le président Kagame était là, le président Macky Sall était là, le président du Congo-Brazzaville était là, le président du Ghana. Il y a eu bien de bonnes recommandations. Et les recommandations tournent autour du rôle de l'homme comme acteur de la lutte contre l'inégalité, de la lutte contre la violence faite aux femmes. Je vous invite à prendre part de ces recommandations. Je ne vais pas les lire, ils sont dans beaucoup de documents, ils sont sur le Google. C'est de très bonnes recommandations. Et je voudrais inviter les femmes sur ce webinaire, les femmes dans le forum, à prendre part de ces recommandations et à faire en sorte qu'avec les hommes, on essaie d'implémenter ces recommandations. Je suis dans un pays, la Suède, qui est champion dans la lutte contre l'inégalité. On a beaucoup d'opportunités ici. On a des ambassadeurs qui viennent de l'Afrique. On a des forums dans lesquels on se rencontre et qui travaillent sur la santé et aussi le rôle de la femme dans la santé. Je vous invite à travailler avec nous, à travailler avec le Special Envoy de l'Union africaine, qui est une Sénégalaise, Madame Bineta, une amie à nous, une sœur qui se bat pour la femme, qui se bat pour la santé de la famille avec le rôle de la femme. Et je vous invite à travailler avec l'ambassadeur Sofia Kaltrop, elle est ici en Suède, ambassadeur du genre, et avec nous qui sont délégués par nos pays pour rehausser le nom de la femme, rehausser le nom de nos pays. Bienvenue, je vais finir par là. Je suis heureuse de prendre part à ce webinaire. Malheureusement, je vais m'éclipser vers 11h20, mais c'est un plaisir de vous revoir, Madame Raymond et tout le monde. Un grand plaisir prendre part à ce webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, et je vais vous souhaiter donc en tout cas une excellente journée. Merci pour votre contribution. Nous retenons en tout cas que la notion de genre doit être une notion effective qui met à contribution donc les hommes et les femmes afin de pouvoir réduire les inégalités. Donc, je note vraiment que c'est une notion extrêmement importante et vous demandez à ce que les autres leaders féminines comme masculines, vous allez parler de la masculinité positive. J'adore. Et donc, à très bientôt. Hello, my dear Dr. Patrick, can you take the floor, please? Mohamed? Yes, thank you. So I think we've had a... To introduce Madame Daïfatou Diallo. Thank you. I improved Well, thank you. Mohamed. Yes, Minister, yes, you have. And I would like to welcome Madame Daïfatou Diallo, who is the president of Badegok in Senegal. She's a nurse by training, and she's played an important role in the Senegalese response to the current pandemic, working at the community level. And I believe that we would like to hear from Madame Diallo, her perspective in terms of the role of women leaders, particularly at the community level, in responding to outbreaks of infectious diseases, the pandemic that we're in, but also other infectious diseases that are pertinent to our population that are key to global health security. So, Madame Diallo, I want to welcome you, and the floor is yours. If you can speak for 5 to 7 minutes in terms of your perspective. Over to you. Dr. Pate, she is disconnected. Okay, so I think we can, if Madam Nana Hema Adjo window is with us, we can proceed and then get Madam Diallo if she reconnects. Okay, good. And let me introduce you. At this time you have Dr. Njai. At this time you have Dr. Njai connected. Oh, okay, very good. So Dr. Njai, I think you're welcome.
You're a doctor of medicine and with a master's degree in public health and also a health economist. You played an important role in terms of managing the REDICE program and are now the permanent secretary in the General Secretariat of Government in Senegal, dealing with multi-sectoral actions to improve health security in Senegal, but also as part of the wider global health security efforts. So I would like to hear your perspectives in terms of the role of women leaders, but also in terms of the challenges of coordinating across sectors, not only across genders, but across sectors in dealing with health security and leadership role of women and how we can harness that. Over to you, Dr. Ndiaye. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Effectivement, nous allons parler un peu des défis majeurs qu'on rencontre un peu dans la sécurité sanitaire mondiale. Donc, permettez-moi tout d'abord de rappeler un peu la définition que le Sénégal s'est donnée de cette sécurité sanitaire mondiale. Déjà, nous nous félicitons et nous remercions Madame le ministre Eva Marie Coll de nous inviter à ce panel de haut niveau en impliquant des femmes pour partager un peu ce que nous sommes en train de faire dans la sécurité sanitaire mondiale. Au Sénégal, on a une définition très large parce qu'on a un leadership très élevé. Et on doit avouer qu'au départ, on avait dit qu'on était peut-être trop ambitieux en donnant cette définition assez large. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est la bonne définition. C'est de dire que c'est la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Dans la définition de la sécurité sanitaire, nous avons rajouté aussi ce qu'on appelle la sécurité publique et la sécurité civile, la sécurité sociale, la sécurité économique et même la sécurité numérique, sans oublier la santé végétale. Alors, ce que nous voulons partager avec vous, si nous prenons éventuellement la santé humaine, le rôle de la femme reste fondamental. Je ne reviens pas là-dessus. Mon prédécesseur a bien marqué un peu la place de la femme dans la santé humaine et nous l'avons vécu dans la crise Covid avec le rôle prépondérant que la femme a joué en mettant un peu le prestataire de soins à domicile parce qu'à un certain moment, la prise en charge communautaire a joué un rôle très important et là, nous savons que la place qu'occupe la femme en communauté reste fondamentale. Nous l'avons vécu aussi au moment des confinements où les femmes qui étaient chargées de petits commerces ne pouvant plus sortir pour faire leur petit commerce ont traversé beaucoup de problèmes à l'intérieur de ménages pour gérer les denrées de première nécessité. Nous l'avons vécu aussi des femmes, quand la femme est tombée malade dans la gestion Covid, c'était tout le foyer ou tout le ménage qui était à terre parce que tout tourne autour de la femme, depuis la préparation des repas, même la prise en soin des enfants et des personnes âgées. Donc, quand la femme est tombée malade, on a compris réellement le rôle que la femme jouait. Covid l'a très bien montré. Si on parle un peu de la santé animale, vous savez qu'en Afrique et plus particulièrement dans nos pays, tout ce qui est santé animale concernant les petits ruminants ou concernant la volaille est géré par les femmes. Et le plus souvent, récemment, la crise de la grippe aviaire nous a montré que effectivement, ces types de crises nous montrent réellement que toute l'économie de la femme passe à côté. La fièvre vallée du Rift, qui attaque les ruminants, le plus souvent, c'est des crises sanitaires du monde animal. Quand ils sont là, affectent un peu l'économie de la femme à l'intérieur de la famille. Et du coup, quand l'économie de la femme est impactée, évidemment, ça s'impacte au niveau de la famille. Au niveau de la santé végétale, je ne vous apprends rien, même si les hommes, dans certaines cultures, sont au niveau des champs. Par contre, tout ce qui est vente de produits agricoles est géré par les femmes. Et donc, quand on a des problèmes au niveau de la santé végétale aussi, la femme est au devant. Et même dans certaines cultures, surtout au sud de notre pays, toute l'agriculture est gérée par les femmes. Et donc, la santé végétale en elle-même aussi, avec l'utilisation de certains herbicides ou la résistance antimicrobienne, les femmes sont au premier plan. Je vous donne juste une anecdote où
Avant-hier, on avait une discussion un peu avec des femmes éleveurs. Alors, la femme nous disait on discutait sur la résistance antimicrobienne, et la femme nous disait que la sécurité sanitaire nous apprend qu'aujourd'hui, le rôle de la résistance antimicrobienne, où on les a formés, on les a sensibilisés, nous disait que nous avons changé. Chez nous, les femmes éleveurs, c'est elles qui font les traites du lait. Et alors, elle me dit que culturellement, on a changé parce que maintenant, on nous demande de porter des gants pour faire un peu la biosécurité, la biosafety. C'est pour vous dire un peu, si on informe bien les femmes, si on sensibilise bien les femmes sur la sécurité sanitaire, on peut avoir de grands changements par rapport à ce programme-là. L'autre élément, c'est le volet économique, qui nous semble très important aussi. Les femmes, on s'est rendu qu'au Sénégal, quand on a voulu faire un appui pour l'impact socio-économique, il y avait une grande discussion qui disait, est-ce que l'appui qu'on devait donner, il fallait le faire à travers les femmes ou à travers les hommes. Mais je pense que l'option a été de dire, quand on donne l'appui économique aux femmes, il y a plus d'impact, plus de retombées au niveau de la famille et même au niveau de la communauté. Le rôle aussi des femmes dans la sensibilisation. Et même, on se rend compte que le rôle des collectivités territoriales pour la gestion de cette sécurité sanitaire, si les femmes mères sont sensibilisées, on a vu que les communautés où les femmes étaient des mères, on a eu une réponse beaucoup plus prépondérante. Donc, voilà un peu, même le dernier volet que le Sénégal s'est donné, c'est la sécurité numérique. Le rôle des IT qui ont été joués dans la crise de sécurité sanitaire. Et de plus en plus, nous avons des femmes qui sont fortement impliquées dans l'économie numérique à travers les échanges. On a trouvé même des femmes qui n'étaient pas scolarisées, qui ont utilisé cette transmission de messages à travers WhatsApp pour partager des informations, jouent un rôle très, très important. Voilà en gros, pour ne pas étendre un peu, une discussion sur le rôle des femmes dans la sécurité sanitaire mondiale, sachant que je pense qu'on n'est plus à démontrer selon les différentes composantes de la sécurité sanitaire, que ce soit animal, que ce soit sécurité, la femme joue un rôle très prépondérant, sans oublier la santé végétale. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci de m'avoir donné la parole pour partager. C'est dommage qu'on n'a pas le temps de trop détailler, mais c'est juste des bribes d'informations qu'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup. Over. Thank you. Over to you, Minister Raymond. OK, thank you, Mohamed. Juste à voir, est-ce que nous avons la connexion avec Mrs. Nana Emma Adjoa Awindo? Est-ce qu'on a la connexion avec elle? Hello, good morning. Yes, I'm able to connect. Good morning, everybody. Good morning from Accra. Good morning, good morning. Vous êtes donc une reine-mère, Prince Mother. You come from Ghana et vous êtes pour le développement d'Afidja Kwabre au Ghana. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience sur l'implication des femmes actrices communautaires au Ghana dans le cadre de la sécurité sanitaire en général et dans le cadre de la réponse à la pandémie du COVID-19? Nous savons que les femmes au Ghana sont également très actives. Nous venons d'entendre les deux premières panélistes, Madame Nana Emma Adjoa. Pouvez-vous nous dire un peu comment ça se passe chez vous? Excuse me, have you understand what I say? La connexion n'est pas très bonne, peut-être. Hello? Yes, we did have some. We did have some interruption, so I didn't actually hear the last part. Sorry. Okay. I ask you. Allô, est-ce que vous m'entendez? Yes. Okay. Alors, I can hear you now. Yes. Je vous demandais de partager avec nous votre expérience sur l'implication des femmes actrices communautaires au Ghana dans le cadre de la sécurité sanitaire en général et dans le cadre de la réponse à la COVID. So you have 5 minutes, please.
Okay, is it possible for me to share my screen with you? Yes, yes. Okay, so kindly give me access so I can share my screen. Okay. Okay, so thank you so much for having us to participate in this very important program, Women's Involvement in Global Health Security and Response to COVID-19. I am very happy and honored to be part of it. My name is Nana Hima Ajoa Awindo. I'm a development queen mother, as you said, of Efija Kwabrikum in Ghana, and I'm executive director of Obapa Development Foundation. The foundation is a very cute but very, very powerful NGO that is working with partners in Ghana, and of course, mainly with the traditional cultural leaders in impacting in our communities. And we've been doing this for over 5 years now, and we've had opportunity of working with quite a number of partners in Ghana, UNFPA, UNICEF, Plan Ghana, etc., etc. We use a lot of avenues to do this. And one of it is the media platform, which we have an advantage of. Today, you asked me to talk about women's involvement in global health security and response to COVID-19 pandemic. And I'm very happy to make a few remarks on that. The outline of the presentation is just a short one. Overview of global health security, women's community actors in Ghana. As community actors, the role of queen mothers in promoting community health, COVID-19 and the local community, and of course, the role of queen mothers in preventing and responding to the COVID-19 in Ghana. Basically, these are the few points that I'm going to be highlighting on. I'm sure you all know that WHO defines global public health security as activities required, both proactive and reactive, to minimize the danger and impact of acute public health events that endanger people's health across the global regions and international boundaries. So global health security is about preventing and mitigating the impact of the outbreaks. According to the Center for Disease Control and Prevention, global health security focuses on disease surveillance and outbreak response, emergency management, safe laboratory systems and diagnostics, and developing the workforce. So how do women come in as community actors? Women have been involved in various community initiatives which have brought about significant changes in communities. In fact, worldwide, but we will zoom into Ghana very soon. Women leaders play important roles in establishing and maintaining key relationships within the community. Such examples are queen mothers in Ghana. And in this picture, you can see a large group of queen mothers. And this is one of the situations where we go into communities to do programs, to impact, to do information dissemination, etc., etc. And that is the kind of opportunity we have here in Ghana as queen mothers, to be able to partner each other and partner other, development agencies to work in the communities. Queen mothers as community actors, the traditional setup in our communities in Ghana will not be complete without a significant role of females, particularly queen mothers. And if I should give you just a little background, queen mothers in Ghana are in every town and village. It doesn't matter if it's a hamlet, there will be a leader. There's a chief, there's a queen mother. That is how the cultural setup is. So it doesn't matter whether there's a political head in that community, there will definitely be. So it gives us that opportunity of using these very, very valuable assets
as a conduit to the community anytime you want to disseminate information or you want to, get to engage with the community. The Queen Mothers are active participants. They are part of the planning and development of the communities, and they have been recognized as key contribution to sustainable development in communities. This is by Hassan and Silung. In the traditional setup or the traditional political systems, Queen Mothers are co-rulers. In actual fact, in Kan or in Ashanti Kingdom, is the Queen Mother that actually installs the chief or the king. But they being males, when they finish the processes, then they still have the overlord kind of position. But it's the Queen Mother that installs the king. So they are par. There isn't anything like somebody is a superior or not, but we give the respect, we give the honor, we do everything to show that the king or the chief is the superior. But in cultural settings, we all have balanced opportunities. In the traditional setup, the traditional political system, Queen Mothers are rulers, we share of our people with tradition, especially critical in transferring change. We have the Queen Mothers, and so developmental roles of Queen Mothers play various roles within the community. Sometimes initiators of the project, doesn't matter initiated or the chief initiated, or even anybody in the community initiates it, the person could bring it to the Queen Mother and say, I'm starting this project in the community. The Queen Mother can be a very good supporter of the project, whether financially, whether, culturally, or whether it will gather people to support it, where physically to go onto the field to do labor, part of what the Queen Mothers do in implementing all the developmental projects that affect their subjects. The roles played may vary depending on the nature of the project. So we are still talking about the development. I'm saying all this because it gives you the background. As soon as we get to the fact that how do we play a role in the health sector? How are we involved in global health security and the response to COVID? If it's right there, because you would have had a little background. So that is the reason why I took time to put all this together so you can have some background. Some of the rules, the rules implementing the community, other means, community projects. We protect the welfare of women and children, assist in addressing health and educational problems in the community. We assist in addressing water and sanitation problems within the community. Of course, gender equality and women's rules as well. So we are now going into how do we promote community health? A healthy community is truly a wealthy community. This play in achieving a healthy community cannot be overemphasized. Just 2 minutes. Some health-related projects. Okay. All right. Let's go. 2 minutes. So let me go to the COVID. So Ghana recorded its first case of COVID in March 2020. Globally, women have been at the forefront. You are all aware the role women have played, and the children has been out of school here, and it's heightened with care needs as well as the other, the older persons. The impact of COVID has been very, very devastating everywhere, especially in our communities. And the local community also had their share. There are so many cases that happen in the lower communities, and it also heightened the issues of gender-based violence. So we needed to scale up sensitization on the health and economic effects of the virus, etc., etc. So what is the role that we played during the COVID-19?
We formed strategic partnerships with organizations such as UNFPA and other network of Queen Mothers that we did implementation of projects and programs to reduce the burden that is exacerbated by the COVID on women and girls. We now created a CUBE Convo, creating safe spaces for adolescent girls. We fourth opportunity to talk to them about COVID, about teenage pregnancy, about menstrual hygiene, etc., so that the girls can have somebody they can trust. During the COVID-19, we did mobilization of community members. We mobilized community people. We went out, we gave PPEs, we gave, hospitals and community people donated blood, etc., etc. Personally, I have done some work, and I just wanted to share a few. I've done advocacy on newborn care, production of special series on COVID-19 on Ghana television. I did menstrual hygiene management promotion. We did special UN COVID-19 DV, SGBV radio and television campaigns, which run on the radios and television. Hello? And all that is listed is some of the things that we did. Allô? Il faudrait que vous puissiez arriver à la conclusion, que nous puissions passer la parole à d'autres panélistes, s'il vous plaît. Okay, so this is the last slide in actual fact. So I'm just looking at some of the things that we have done. And so basically, I want to conclude that women has been at the forefront during the COVID-19, and they have been partners in solving global health security or assuring that we can have global health security with the children, with the teenagers, adolescents, and of course with women and the men, of course. Yes. So some of the things that we have done, I have to rush through all the things we have had covered. This is being we did things to the NICU, it was hello. Oh, these are, even though it might look small, was very impactful in our country, Ghana, and it's extended to in Africa. I thank you for having us. Thank you. Merci beaucoup, Nana. Donc, vous avez bien développé votre approche et le fait que la tradition a un impact très important dans la prise de décision et surtout l'implication de la communauté dans la lutte contre les différentes pandémies et plus particulièrement celui de COVID-19. Nous allons sûrement revenir vers vous. Alors, je voudrais repasser la parole à Mohamed. Mohamed, on peut essayer de voir si on a Madame Ndeye Fatou Diallo. Voilà, Mohamed, take the floor, please, for Mrs. Ndeye Fatou Diallo. Thank you. I understand that Madame Diallo is not on the call yet. Okay. So we can go right into the question and answers if there are questions or discussion. But I think this has been a very rich panel, which puts the role of women as central to community health and to health security in many of our countries, in all of our countries in Africa. And the many dimensions of global health security emerged, and women are at the center of it, whether it's in the delivery of health services, the burden of care, the digital, the agriculture, environment, and even response to a crisis, as we have heard. And women's leadership is going to be key going forward to strengthening Africa's health security in the context of the overall global health security. So our panelists, I think, have really brought some key issues on the table. So over to you, Madam Minister. We can take on the question and answers for the rest of the time that we have. Thank you, Mohamed. Thank you. Alors, je voudrais m'adresser à Dr. Diane nous a dit qu'elle allait sûrement partir. Est-ce qu'elle est encore là?
pour des questions essentielles. Est-ce que Madame... Je suis là, ma chère, je suis là. Je reviens à vous parce que votre présentation était surtout très intéressante, axée donc sur la notion du genre. Vous avez mis un accent particulier sur cette équité et égalité qu'il devait y avoir dans les interventions entre les hommes et les femmes. Vous êtes dans un pays, la Suède, que l'on connaît bien entendu pour son implication dans la promotion de la femme, donc du genre. Alors, je voudrais, puisque vous nous avez dit qu'il y avait quelques recommandations qui avaient été faites aux différentes réunions que vous avez eues, j'ai noté que vous recommandiez justement le rôle de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations complémentaires pour, disons, permettre aux autres personnes qui suivent donc cette session de voir quelles sont les actions concrètes qui ont été menées et que vous souhaiteriez qu'ils soient menées dans les recommandations qui sont sorties de ces ateliers ou de ces réunions. Vous avez la parole pour 5 minutes. Voilà. Merci Raymond. L'une des recommandations que je trouve très relevant et pertinent est l'engagement des jeunes garçons. Il faut que les mamans, les papas, les familles commencent à intégrer dans l'éducation des jeunes hommes à temps la question du genre. Parce qu'on ne va pas commencer à 30 ans, on ne va pas éduquer l'homme à 40 ans. Il n'a pas reçu ça de sa famille, c'est foutu. Ça, c'est l'une des recommandations. Et je trouve que le rôle de la famille est prépondérant. On apprend à l'école, mais le respect de la femme, la lutte contre la violence, on ne va pas l'apprendre à l'école. Donc, c'est ça la première recommandation. Et certains pays ont déjà commencé à mettre en œuvre à travers comment on appelle ça en français, Early Childhood Development Centers, les centres de développement précoce, je dirais, de l'enfance, et où on apprend le positive parenting. Ça semble bizarre de devoir apprendre aux gens le positive parenting, mais c'est comme ça s'apprend. Ça s'apprend parce que dans la culture de beaucoup de pays africains, c'est pas là, c'est une culture patriarche. Et donc, pour être bref, l'implication de la famille dans l'éducation de nos enfants dans le sens de respect du genre. L'autre recommandation, c'est de dépouiller toutes les recherches. Et ça, ici, on a un institut qui s'en occupe. C'est l'Institut Nordic Africa Institute. L'institut s'occupe des recherches dans toute l'Afrique. Ils offrent des master's degrees, des PhDs, et j'invite même les pays africains à sensibiliser les jeunes hommes, les jeunes filles à postuler pour ces bourses, parce qu'ils font de très bonnes recherches qu'ils publient, mais malheureusement, on ne les utilise pas. Donc, l'autre recommandation des différents ateliers, c'est qu'est-ce qu'on fait des recommandations, qu'est-ce qu'on fait des projets de recherche qui nous montrent là où on reste en arrière, là où on doit mettre l'accent. Donc, j'invite vraiment ce webinaire à considérer l'utilisation des données que nous avons dans nos pays, les données qu'on a à travers le monde et à implémenter. Une autre recommandation que je trouve pertinente du sommet sur la masculinité positive est l'implication de l'Union africaine. J'ai vu qu'ils ont recommandé qu'il y aura un système de monitorage de l'implémentation de toutes les politiques, de toutes les résolutions que nos chefs d'État prennent ou même les forums dans lesquels on participe. Donc, ils vont commencer à monitorer l'implémentation de ces recommandations. Et je vous rappelle aussi le He4She, un mouvement qui a déjà commencé il y a beaucoup d'années. Où est-ce qu'on en est? Les chefs d'État ont contribué. Hein? Les chefs d'État ont contribué. Hein? Oui, oui. Et par exemple, le président Kagame, les recommandations, enfin les goals qu'il s'est donnés, parmi les goals, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, en peu de mots, qu'est-ce qu'on fait des recommandations, des commitments des chefs d'État et de nous-mêmes, femmes? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on tire de recherche? Qu'est-ce qu'on fait des leçons qu'on tire de pandémies comme Covid?
il faut nous mettre ensemble, essayer de voir, aller dans l'action. We walk the talk instead of talking the talk. We need to walk the talk. Et je vous invite aussi à prendre part à une conférence internationale qui se tiendra au Rwanda l'année prochaine, si Covid permet. C'est sur Women Political Leaders. Et ça va être dans tous les domaines. On va voir Women in Global Health, on va voir Women in Agriculture, on va voir Women in Art. All the faces of the community, all professionals will be gathering. Et je pense que c'est une bonne opportunité de venir présenter là où on en est, plutôt que de venir encore présenter les gaps que nous avons. Et je suis sûre qu'en nous mettant ensemble, en tant que femmes, avec l'appui de nos frères qui sont gender-friendly, on peut y arriver. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Excellence. En tout cas, merci pour l'invitation. Je sais que toutes les personnes qui suivent donc ce panel vont se sentir concernées par votre invitation. Alors, je voudrais, please, Mohamed, can you take the floor, please, to ask a question to Dr. Adja Diakundiaye, please? Yes, Dr. Ndiaye, if you're still on the call, let me just build a little bit on what you started us off on, which is the One Health agenda and the multi-sectoral nature of it, and the role of women. Of course, the role of women across different levels. But the health workforce was also mentioned earlier as an important area where women, 70% of the nursing cadre is actually women. As permanent secretary, as a medical doctor yourself, what do you see as the path to leadership for women in that? For us, for example, at the Harvard Chan School of Public Health, we've just started a global nursing leadership program, starting with Africa. But I wondered your perspective on growing a generation of leaders in the health professions beyond just their technical skills. Over to you, Dr. Ndiaye. Merci beaucoup pour cette question. Et je pense que c'est une question très importante parce que j'avais comme recommandation comment faire pour que ce principe de sécurité sanitaire soit ancré dans nos politiques publiques. Mais je pense que pour cela, il y a aussi comment intégrer cette stratégie de sécurité sanitaire dans la formation de base. Comment la génération plus jeune que nous puisse avoir ce concept et comprendre quel est le concept. Et je pense que nous, au niveau du Sénégal, nous l'avons compris parce que déjà, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale où effectivement, nous avons élaboré des modules qui intègrent un peu cette stratégie de sécurité sanitaire selon une approche One Health, où effectivement, plusieurs modules ont été élaborés pour nous permettre de comprendre un peu ce principe. Et aujourd'hui, l'Éducation nationale l'a intégré. Et au-delà de ça, nous sommes aussi en train de travailler avec l'enseignement supérieur où des modules de haut niveau sont intégrés dans les curricula de formation. Et nous en sommes très conscients qu'aujourd'hui, il faut que tous ces jeunes, et nous avons en perspective de travailler avec ce qu'on appelle aussi le secteur le secteur informel, parce que dans les jeunes aussi, on ne les trouve pas uniquement dans le secteur éducatif. Et donc, hier, on était même en atelier avec des ministères pour discuter comment nous allons mettre ça dans la formation de base. Mais ceci ne suffit pas. Nous allons aussi travailler avec des acteurs communautaires, surtout des jeunes et des femmes. C'était ça nos deux grands cibles. Comment sensibiliser. On comprend aussi le rôle des femmes, mais on aurait dû aussi discuter le rôle des jeunes dans la sécurité sanitaire. Et on a vu que dans le Covid, les jeunes ont eu un rôle très, très important. Et ce qui est important dans la sécurité sanitaire, ce n'est pas au moment de la riposte. C'est la phase préparatoire qui est fondamentale. Je pense que Covid doit attirer l'attention de tous nos leaders, que ce soit des leaders politiques ou des leaders communautaires, que nous devons se préparer. Et dans la phase de préparation, je pense que le renforcement de capacité, l'appropriation des acteurs aussi clés
que ce soit les femmes ou les jeunes, sont importants. Et c'est maintenant qu'il faut préparer les futures crises éventuellement. Mais aussi avoir aussi une bonne implication et définir des politiques de genre dans la sécurité sanitaire me semble très important. Mais aussi une mobilisation de ressources propres. Vraiment, je pense que, en tout cas, nous, notre président va prendre la présidence de l'Union africaine. J'utilise ce panel en faisant un plaidoyer, à mon maître aussi, le professeur Eva Maricol, de faire un plaidoyer sur comment l'Afrique va se positionner sur la sécurité sanitaire selon une approche One Health. Je pense que c'est un élément très important qu'il faudra discuter au niveau de l'Union européenne. La place des jeunes, investir sur les jeunes, investir sur les femmes et d'une manière générale, utiliser le capital humain, le rôle du capital humain dans la sécurité sanitaire mondiale pour nous permettre d'avoir des lignes budgétaires propres pour nous préparer face à ces crises. Mais pour cela, nous avons besoin d'une bonne appropriation des jeunes, une bonne dynamique communautaire autour des jeunes. Mais pour cela, c'est basé sur un renforcement de capacités, qu'ils comprennent quels sont les enjeux de la sécurité sanitaire, basé sur une formation solide, sur une appropriation solide, mais définir des stratégies sur lesquelles les jeunes peuvent nous accompagner. Et je pense que nous devons travailler sur ça. Merci beaucoup. En espérant que j'ai répondu à votre question. Au revoir. Je voudrais, Mohamed, je voudrais, moi, poser une question à Dr Ndiaye. Je voulais savoir, docteur, par rapport un peu à ces différents aspects que vous avez soulevés tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Madame le ministre. Bien, alors je voulais d'abord vous remercier pour la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Vous avez parlé de sécurité numérique, sécurité publique et civile, sécurité numérique. Quelle est donc la part, n'est-ce pas, des femmes dans cette sécurité numérique aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Merci. Merci beaucoup. Nous, au Sénégal, je pense qu'on a compris très vite le rôle des femmes dans tout ce qui est IT. Et nous avons même mis un concours national où on dit la sécurité numérique et femmes. Et c'est un concours annuel où chaque année, on met en place un peu, uniquement pour les femmes, des développeurs femmes pour faire un concours et identifier les meilleurs qui ont eu des programmes numériques, qui ont développé des logiciels. Et on se rend compte, et c'est sûrement peut-être valable aussi dans d'autres pays, que les femmes, surtout les jeunes femmes actuellement, occupent une place très importante dans tout ce qui est numérique. Peut-être c'est par notre constitution biologique, on est très patient. Il faut, en tout cas, au niveau des pays africains, on voit que les femmes occupent une place très importante dans le numérique, dans le développement des logiciels, dans tout ce qui est développement de bases de données. Alors, on a vu qu'au niveau de la sécurité, surtout dans la gestion Covid, beaucoup de femmes ont développé des logiciels, des bases de données, des programmes, des applications très, très, très importantes. Soit c'est des ventes en ligne, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte que la vente en ligne est très prisée par les femmes. Ils ont développé beaucoup de logiciels. Mais même sur la base de données, au Sénégal, quand on a fait le tracking un peu des patients ou des cas communautaires, on a utilisé aussi des trackers et ça a été développé par des femmes. Nous avons eu la chance d'avoir ce qu'on appelait dans le COVID, qui était un consortium d'experts en IT, mais la plupart étaient des femmes. Ils avaient développé énormément de logiciels, énormément d'applications pour nous permettre aussi bien de faire le suivi des patients, mais aussi le suivi de la surveillance. Et au-delà de ça aussi, on a eu des applications qui ont été développées par des femmes aussi sur un peu le volet économique, où effectivement, avec des banques sur place, ils ont eu à développer au moment du confinement, au moment de la crise, beaucoup d'applications qui permettaient un peu, des initiatives qu'ils avaient développées, qui permettaient un peu de pouvoir avancer sur le paiement électronique éventuellement. Ils l'ont même fait au-delà du monde informel, mais ils ont essayé même de développer des paiements électroniques avec des femmes illettrées, des commerçantes, pour leur permettre de... Et je disais que voilà, nous au Sénégal, on a eu la chance d'avoir le ministère du Développement, de l'économie numérique. Et Madame le ministre du temps me disait, les gens ne comprenaient pas c'était quoi l'économie numérique. Mais nous, Covid,
nous a permis de montrer effectivement c'était quoi l'économie numérique, parce que ça devient incontournable. Et vous conviendrez avec moi, Madame le ministre, que Covid a changé complètement le monde. Et je pense que l'économie numérique, le télétravail, tout ce qu'on peut faire à distance sans se rencontrer, a énormément été développé pendant la crise Covid. Et je pense que les femmes jouent un rôle très important. J'en suis sûre que c'est valable pour tous les autres pays. Les femmes ont occupé une place très importante sur le volet économie numérique. Merci beaucoup. Oui, en Côte d'Ivoire, c'est le cas également. Alors, Mohamed, please, have you a question to Mrs. Naha Meha Joa, our Queen Mother, please? I believe that Madam Fatou Diallo is now online. If she is online, I would like to ask Madam Nde, who is the leader. Okay, very good. Can you share with us your perspective from working in Senegal at the community level during the response to COVID-19, and share with us your thoughts on the role of women leaders at the community level beyond COVID-19 in dealing with other health security challenges that exist? Over to you. Bonjour tout le monde. Vraiment, je m'excuse du retard. Ce n'était pas dû de ma volonté. C'est Madame Ndeye Fatou Diallo. Je suis la présidente nationale des Badjenouga, infirmière de profession et membre du Haut Conseil de collectivité territoriale. Nous sommes des femmes, diverses associations qui ont reçu une formation en santé de la mère et de l'enfant. Donc, si on dit femme, on dit développement. Il n'y a pas de développement sans femme. La femme est du début à la fin de tout développement. Lorsque cette pandémie s'est apparue au niveau du Sénégal, vraiment, nous, en tant que Badjenouga, nous étions fatigués car la sensibilisation nous devait. Nous orientons, nous communiquons, nous faisons la sensibilisation pour que les mesures barrières soient respectées, surtout au niveau des écoles. Nous avons pris l'initiative de créer une classe pour aider les enfants à respecter les mesures barrières. Nous avons créé la ronde des jeunes filles de 15 à 19 ans pour qu'ils puissent communiquer avec leurs collègues élèves. Nous avons fait des sensibilisations au niveau de l'étendue du Sénégal. 20 districts ont été touchés, 350 VADI. Les VADI, ce sont des visites à domicile intégrées, mais sécurisées en respectant les mesures barrières. Nous avons beaucoup lutté sur les stigmatisations. Après Covid, nous avons beaucoup discuté avec les femmes pour les rassemblements, au niveau des baptêmes, des cérémonies familiales, au niveau des marchés, au niveau des daras et partout, pour les sensibiliser sur les signes de la COVID-19 et le respect des mesures barrières. Donc, on ne peut pas dire sécurité sans femmes. C'est nous qui sommes des mères de famille. Nous sommes des mamans, nous sommes des badjans. Donc, notre rôle, c'est bien informer nos enfants, informer la population que la COVID est là. Il faut toujours continuer à respecter les mesures barrières. Se laver les mains, le port du masque et le respect de la distanciation. Vraiment, on ne peut pas finir sans remercier l'ancienne présidente et c'est notre présidente, on l'avait nommée marraine. Il s'agit du professeur Eva Marie Colsart, qui fut notre ministre de la Santé, qui nous a beaucoup impliqués au niveau national et international. C'est pas tout. Nous luttons contre les maladies. C'est pour cela que nous avons l'habitude de préparer les femmes sur les consultations prénatales, sur le bilan sanguin. Surtout après l'accouchement, il y avait l'ignorance. Les femmes ne partaient pas pour faire la consultation postnatale. Le respect du calendrier vaccinal chez les enfants, l'inscription à l'état civil chez le nouveau-né. Surtout maintenant, avec la vaccination des enfants pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus,
Nous avons créé la ronde des jeunes filles pour que les enfants puissent amener leurs petites sœurs qui ont de 9 à 14 ans pour se faire vacciner. Le déparasitage au niveau des daras, au niveau des écoles, pour lutter contre certaines maladies, les maladies diarrhéiques, ça pose problème pour le lavage des mains. C'est nous qui informons la population, les femmes, pour que vraiment qu'ils puissent continuer les mesures barrières. Jusque maintenant, où nous sommes, nous continuons les VADI. 7000 VADI ont été faits au niveau de l'étendue des 2 régions. 20 districts, 350 VADI par district. Nous avons touché 100 085 personnes ont été touchées, 30 085 ont été vaccinées. Il y avait une suivi jusqu'aux 2e doses. Nous remercions l'Organisation mondiale de la santé pour nous avoir formés sur la communication et l'engagement communautaire sur la vaccination et la gestion des rumeurs. Merci beaucoup. Nous remercions l'assistance. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais Nous vous poser... remercions aussi le président de la République pour l'encouragement, et la solidarité et la générosité envers les Bajenu du Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Madame Ndeye Fatou Diallo. Je voudrais vous poser une question parce que lorsqu'on vous entend, on sait que vous êtes une femme de terrain. On sent que vous êtes une femme de terrain puisque vous êtes proche des communautés. Je voulais vous dire que dans votre exposé, vous avez vraiment parlé des différents aspects de la sécurité sanitaire, mais nous savons qu'en milieu communautaire, en milieu rural, il y a souvent le déni de la maladie. Par exemple, le fait de se dire que le Covid-19, c'est une maladie qui vient d'ailleurs, c'est pas pour nous les Africains, parce que bon, nous on est dans la chaleur, donc le virus ne sévit pas. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez connu cela, la question du déni de la maladie, parce que vous avez dû donc expliquer quelle est l'implication de vos femmes dans cette probabilité qu'il y ait eu à un moment donné le déni de la maladie à Covid, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, Madame Dey. Mettez votre micro. Le micro n'est pas activé. Madame Dey? Hello, Mohamed? Yes, Madam Minister. Voilà, en attendant que Madame Dey puisse reprendre, je vous passe la parole, peut-être pour une question pour notre reine-mère. Merci. Yes, I understand there's someone who has raised their hand also on the system. But let me ask the Queen Mother, Madam Awindo, if you can share with us, I think you gave a very impressive account of what Queen Mother's been able to do in Ghana across multiple dimensions, from peace building, role in healthcare, but also in the context of COVID-19. Those lessons that you've drawn from the experience, how applicable do you think they are to other parts of the African continent? I think the Queen, yes. Hello? Oh, okay. So Madame Dey is Madame back. Diallo, oui. Yes. Madame Diallo? On vous remercie infiniment. J'avais un problème technique aussi. D'accord. Est-ce que vous avez entendu ma question? Il y a un changement de comportement noté. Yeah. Vous avez noté? Vous m'adressez à moi, Madame Diallo. Oui, c'est ça. Madame Diallo, est-ce que vous avez entendu ma question de tout à l'heure, non? Madame Diallo? Is that Professor Ngila? Professor Catherine Ngila?
Non, je crois qu'il y a une interaction. Il y a une interférence. Madame Diallo? Je crois qu'on a perdu Madame Diallo. Mohamed? Can you take the floor again? Yes, I believe the interference was from the person who raised their hand, who wanted to make an intervention. So can you come through now? You have the floor. I say that, can you try to speak with the Queen Mother, please? Yes, there's a hand raised. I can see the hand raised from, I believe, Abibatu Sao. Oui, bonjour. You want to come in? Allô, oui, bonjour. Oui, bon. Yeah. Allô? Oui, Vous m'entendez? Bonjour. on Go vous ahead. entend? Yeah. Il y a une interférence. Il y a une interférence. Je Excusez-nous. peux parler? Oui, allez-y. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je me nomme Madame Abibatou Silla Sow. Je suis la présidente du mouvement national des femmes de la Confédération des syndicats autonomes. Je suis séminaire, je suis invitée par Madame le ministre d'État. Nous avons suivi la formation des jeunes. Nous sommes là en train de suivre pour les femmes. Le thème est très intéressant. Je rappelle tout simplement que Madame le ministre d'État est notre marraine, mais nous sommes interpellés à plus d'un titre pour ce thème. Nous avons suivi les présentations. Excusez-moi. Oui. Oui, excusez-moi, c'était juste pour qu'on s'entende. Est-ce que vous pouvez, puisque je n'ai pas de fiche à ce niveau vous concernant, voilà, et que je co-préside avec le docteur Pathé, je voulais savoir, est-ce que vous pouviez très rapidement vous présenter, voilà, pour qu'on sache bien à qui on parle, et si vous êtes bien sur le panel de celui de Abibatou Silla dans le panel. D'accord, très bien. Alors, on vous écoute. Présentez-vous rapidement en 2 minutes pour qu'on soit bien informé et que vous pouvez prendre la parole pour intervenir, bien entendu. Voilà, parce que c'est un panel. Je me présente, je m'appelle Madame Abibatou Silla. Oui. Je suis la présidente du mouvement national des femmes de la Confédération des syndicats autonomes, qu'on appelle la CSA Sénégal. J'ai été invitée par Madame le ministre d'État, qui est par ailleurs notre marraine. Donc, j'ai suivi les débats. Je voulais partager également notre expérience, comme l'a fait tout à l'heure Madame Diallo, pour dire tout simplement qu'en tant que femme, en tant que femme avec une entité spéciale, parce que nous sommes dans le monde du travail, avec des femmes qui viennent d'horizons divers. Nous avons le secteur formel, mais également nous avons le secteur informel. Quand la pandémie est arrivée le 2 mars, malheureusement pour nous, la première chose qui a été faite par notre organisation, c'était d'annuler l'organisation parce qu'on voulait organiser la Journée internationale de la femme. Cela a été annulé de prime abord. Par la suite, en tant que regroupement de femmes de diverses sensibilités, nous avons procédé à des sessions de sensibilisation, surtout au niveau des femmes du secteur de l'économie informelle, tout en leur apportant un appui considérable de gel, de masques, enrayer la maladie. Et concernant, comme on l'a dit, la maladie a fait un tilt dans nos têtes. Nous avons dit que nous ne pouvons pas rester sans nous réunir, parce que là, il était interdit de se réunir. Nous avons créé ce qu'on appelle les mardis du mouvement national des femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque mardi, de 12h à 14h, on se réunissait d'abord par WhatsApp. On faisait une réunion en virtuel par WhatsApp. Les femmes qui n'étaient pas habituées à l'outil numérique, petit à petit, se sont familiarisées à cet outil numérique. Et mieux,
Quand on a su que c'était huilé avec le WhatsApp, et à chaque fois, nous invitions les autorités. Par exemple, notre ministre de tutelle, qui est le ministère du Travail, la direction de la protection sociale. Donc, on travaillait avec cette direction en WhatsApp. À un moment donné, on a expliqué, on a fait une session, on a formé quelques femmes en Zoom, l'installation de Zoom. Quand cela a pris, la mayonnaise a pris, nous avons continué à travailler sur le numérique. Et même, nous sommes même partis jusqu'à ouvrir un marché numérique, ce qu'on a appelé un louma. C'est une expression du Sénégal qui veut dire un marché hebdomadaire. On organisait tous les mercredis. Les femmes, parce que nous avons une forte frange de femmes handicapées, de personnes vulnérables vivant avec un handicap, qui font de très bonnes choses, des serpillères, des pratiques. Nous avons dit qu'il faut aider ces femmes-là. On est en temps de crise. Donc, on a créé ce marché virtuel pour pouvoir, n'est-ce pas, vendre les légumes, mais également les femmes qui sont au marché central aux poissons, qui vendent les poissons secs et autres, ont présenté les produits. Et voilà un peu comment cela a continué. Et jusqu'à présent, nous continuons ce marché virtuel à cause, et comme on le dit, c'est une des leçons apprises de la COVID-19. Pour dire tout simplement l'importance du numérique dans maintenant la vie de tout un chacun et de chaque homme et de chaque femme désormais. Et c'est ça, n'est-ce pas, un peu qui nous fait, n'est-ce pas, partager notre expérience dans ce panel tout en restant solidaire avec tout le monde. Toutes nos félicitations encore une fois pour ce panel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Abibatou Sila. Expérience très, très intéressante, hein, surtout concernant les personnes vivant avec un handicap. Et ce fait de ce marché virtuel, je pense que cela contribue à vraiment potentialiser les actions des femmes dans la protection, dans leur rôle, le rôle qu'elles jouent dans la sécurité sanitaire. Mohamed, je te passe la parole. Take the floor, please. On va essayer de retrouver notre reine-mère. Si ce n'est pas le cas, il nous reste juste 10 minutes pour que nous fassions un petit tour rapide et puis faire une conclusion que tu vas peut-être me faire le plaisir de faire la synthèse de ce panel. Yes, no, thank you. I think this has been very rich discussion by all the panelists. The Queen Mother has left us, but if I can attempt to capture the key ideas that our panelists have thrown, it's very clear that the COVID-19 pandemic has highlighted the state of our world and the significant inequality that exists and the disproportionate impact, particularly on women, on girls, and that certain actions will need to be taken in order to really address the gaps that have become evident. And the role of women leaders is going to be very key. In Rwanda, Ambassador Diana Gashimbe sort of mentioned the protection that the law can provide in addition to government policy, not only in terms of participation, inclusion, but also in terms of addressing issues like gender-based violence and also remuneration of women and consideration for unpaid work. I think we heard the multiple dimensions of global health security as a multi-sectoral issue and the centrality of women in there from Dr. Ndiaye. We heard the role of women at the center of community health systems. In essence, women are the linchpin of African health systems at the community level, and community action by women has played a major role in addressing the COVID-19 pandemic, but also in dealing with the ongoing health challenges of our population. Recognizing that it's important, strengthening that is also going to be necessary going forward to improve preparedness as well as ability when crisis emerges to respond. The Queen Mother also brought in the dimension of the role of women in peace building, and particularly in countries where that is a challenge. The role of men and their voices is also important, and including the voice
through the educational system. It's We know also an that important. the men are very important for this process. Yes, the men are very important. As a father of 4 daughters myself, I know that that's very important. And educational system has to also begin to inculcate the role of positive parenting. So I think we've had a very rich discussion, and this needs to be uplifted. And I think the point was made about the African Union and the leadership from the leadership of our countries. And I would like to also underline here my institution, the Harvard T.H. Chan School of Public Health, has a global nursing leadership program, which is aimed to build the capacities of nursing leaders. 70% of nurses are women. So not only does it deal with the issues of health, but it also grows a pipeline of leaders. I'll encourage those who are interested to really look at that program. But we need more. The educational system has an important role to play, and embedding gender policies and in global health security will be key. But using the educational system as a lever will be very important as well. So thank you. I will hand over to you, Minister Raymond. Thank you, Muhammad. I'm very happy to see you again after Harvard ministerial program. Et I improved my English today. Je voulais donc dire merci donc au professeur Anne-Marie Kolsek pour cette opportunité qu'elle nous a donnée à Muhammad et moi-même de pouvoir présider donc ce panel. Je dois préciser que je n'ai toujours pas pu avoir ma traduction d'anglais en français, mais que j'ai fait un effort et que je pense que tout s'est bien passé. Muhammad m'a entendu, c'est l'essentiel. Je voudrais féliciter toutes les panélistes parce que la qualité de ce panel est que nous avons eu une sorte de mixte de compétences. Nous avons eu des femmes de terrain, nous avons eu des femmes qui participent donc au programme de sécurité sanitaire. Nous avons eu une femme ambassadeur qui est en Suède, dans un pays où la promotion des femmes ou la promotion du genre n'est plus à préciser. Donc, je pense que la qualité des personnes, et je voudrais également remercier, avant que je ne rende donc, je puisse conclure ce panel, la contribution de Madame Abibatou Silla, qui effectivement nous a apporté un élément complémentaire dans la diversité de ce panel concernant justement les femmes syndicalistes et surtout l'implication des personnes vivant avec un handicap et le fait d'avoir impliqué et introduit le numérique, comme en a parlé également le docteur Adja Diako Ndiaye. Je voudrais vraiment, nous sommes à 2 minutes de la fin pratiquement de notre panel. Merci encore, Mohamed. Merci aux unes et aux autres pour votre implication. Merci à la Reine-Mère que nous avons peut-être perdue entre-temps, mais sa présentation était suffisamment complète et je pense que nous pouvons donc nous en inspirer et dire que le volet traditionnel dans nos pays est extrêmement important et surtout la place que la femme a au niveau donc des personnalités au niveau traditionnel, j'allais dire. Alors donc, il est donc presque 30. Merci Mohamed, merci à toutes et à tous. Et merci encore pour ce panel. Je vous donne donc l'antenne, comme on dirait, à une émission télévisée. Merci beaucoup. Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec, du 7 au 10 décembre 2021,
un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique.